En 2004, vivait une femme qui cachait un grand secret. Personne ne connaissait la vérité, pas même son propre fils, la personne la plus proche d'elle. Mais un jour, lors d'un déjeuner dans un restaurant avec un homme, son secret fut révélé de manière totalement inattendue. Personne n'aurait imaginé que cette femme gardait un tel secret enfoui. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est pleine de complots et de tromperies. Suivez-moi jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est passé. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et bienvenue sur la chaîne Mister Pierre. Avant de commencer, je tiens à m'adresser aux nouveaux venus. Si vous êtes passionné par les histoires vraies, cette chaîne est faite pour vous. Je publie 2 histoires par semaine, tous les lundis et jeudis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Et bien sûr, pensez à liker cette vidéo. Maintenant, si vous êtes prêts, commençons. L'histoire d'aujourd'hui remonte au début de l'année 2004 dans l'État du Texas, plus précisément dans une ville appelée Leander. Une petite famille y vivait, composée de Clay Daniels, âgé de 23 ans, sa femme Molly Daniels, âgée de 21 ans, et leurs 2 enfants. Le premier, un garçon de 4 ans, n'était pas le fils biologique de Clay. Molly l'avait eu à 17 ans avec un autre homme avant de rencontrer Clay. La seconde, une petite fille d'1 an, était leur fille biologique commune. Malgré le fait que l'aîné n'était pas son fils biologique, Clay le traitait comme tel, et le garçon le considérait comme un père au point de l'appeler papa. Clay avait travaillé comme mécanicien, mais il était sans emploi à cette époque et s'occupait des enfants, tandis que Molly travaillait comme réceptionniste dans une entreprise de construction. Bien que la famille connaissait des difficultés financières, ils vivaient harmonieusement. Molly se considérait chanceuse d'avoir épousé Clay, car il l'aimait, la respectait et surtout, il aimait son fils comme si c'était le sien. Au début de leur mariage, Molly craignait que Clay ne traite pas bien son fils, mais il l'avait accueilli et aimé profondément. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un événement vienne bouleverser leur vie. Le soir du 17 juin 2004, Molly rentra du travail épuisée. Une collègue étant absente ce jour-là, elle avait dû travailler seule. En arrivant chez elle, elle resta un moment dans la voiture pour se reposer avant d'entrer. Une fois dans la maison, elle fut accueillie par le rire de son fils, ce qui transforma sa fatigue en joie. Elle vit Clay jouer avec les enfants et leur petite fille applaudissait joyeusement. Ses enfants coururent vers elle pour l'embrasser. Après avoir dîné en famille, Molly coucha les enfants puis aida Clay à ranger la cuisine. Ensuite, ils regardèrent la télévision, mais Molly, trop fatiguée, alla se coucher la première. Vers 22h45, environ 20 minutes après s'être couchée, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, suivie du démarrage d'une voiture. Pensant que Clay était sorti pour rendre visite à sa mère, comme il l'avait mentionné plus tôt, Molly ne s'inquiéta pas et se rendormit. Mais à 6h du matin, Molly se réveilla, mais son mari, Clay, n'était pas à ses côtés. Elle entreprit de le chercher dans toute la maison, mais en vain. Elle jeta un œil par la fenêtre pour vérifier si la voiture était toujours garée à sa place, mais elle ne la vit pas non plus. Molly pensa alors « Peut-être que Clay n'a pas pu rentrer et a décidé de passer la nuit chez sa mère. » Elle prit son téléphone et appela la mère de Clay, sa belle-mère Laurie, pour lui demander « Clay est-il chez toi ? Si oui, dis-lui que j'ai besoin de la voiture pour aller au travail. » Car Molly et Clay ne disposaient que d'une seule voiture, qui ne leur appartenait même pas. Une amie de Molly la leur avait prêtée pour éviter les problèmes des transports en commun. Laurie répondit « Attends, Clay n'est pas ici. Il n'est pas venu me voir et je n'ai pas été informée qu'il comptait venir. » Molly fut très surprise. Elle savait que sa belle-mère vivait dans un village éloigné, à 64 km de Leander, et que la route reliant ces 2 endroits était dangereuse, parsemée de virages serrés. Bien que Clay empruntât souvent cette route pour rendre visite à sa mère, cette fois-ci, il avait conduit de nuit, ce qui rendait le trajet encore plus risqué. Molly commença à envisager la possibilité que Clay ait eu un accident sur la route. Elle partagea cette inquiétude avec Laurie, qui ressentit immédiatement une peur intense pour son fils. Laurie demanda à Molly de rester à la maison avec les enfants pendant qu'elle prendrait sa voiture pour parcourir le chemin habituel de Clay afin de vérifier s'il n'y avait pas eu un accident. Molly accepta et répondit « D'accord, merci beaucoup. J'attendrai ton appel pour avoir des nouvelles. »
Dès la fin de l'appel, Laurie monta dans sa voiture et prit la route, rongée par l'angoisse. Elle espérait de tout cœur que son fils allait bien et qu'aucun malheur ne lui était arrivé. Après une demi-heure de conduite, Laurie aperçut une foule rassemblée sur la route, entourée de véhicules de police et d'ambulances. À cette vue, le cœur de Laurie se serra et elle se dit « C'est sûrement mon pauvre fils qui a eu un accident ». Elle descendit précipitamment de sa voiture, se dirigea vers la foule et agrippa un policier par son uniforme, le bombardant de questions sur ce qui s'était passé et sur l'identité de la personne accidentée. Le policier lui demanda de rester calme et de reculer pour sa sécurité. Mais Laurie, en proie à une immense anxiété, insista et parvint à s'approcher davantage. Là, elle vit une voiture en flammes, sortie de la route et tombée dans la forêt. Elle retourna voir le policier, le suppliant « S'il vous plaît, dites-moi si c'est mon fils Clay qui est dans cette voiture. » Le policier répondit à nouveau « Calmez-vous, madame. Nous ne savons pas encore qui se trouve à l'intérieur. » Laurie retourna dans sa voiture et se précipita vers la maison de son fils pour informer Molly et lui demander de l'accompagner pour vérifier si la voiture en question était bien la leur. Molly demanda à une voisine et amie de garder les enfants, puis elle monta avec Laurie dans la voiture pour se rendre sur les lieux de l'accident. À leur arrivée, les pompiers avaient maîtrisé les flammes. Il ne restait de la voiture qu'un châssis complètement calciné. Tout à l'intérieur avait été réduit en cendres. En observant la forme du véhicule, Molly réalisa qu'il s'agissait de leur voiture. Elle s'effondra en larmes, criant « C'est notre voiture !» Lorsque les policiers purent enfin ouvrir la voiture, ils trouvèrent un corps entièrement brûlé à l'intérieur. Presque rien n'en restait. En fouillant dans les débris, ils découvrirent une petite décoration qui ressemblait à une épinglette que Clay portait toujours sur sa casquette. C'est ainsi que tout le monde comprit que le corps était celui de Clay Daniels. Ce fut un choc immense pour la famille de Clay, et en particulier pour Molly, qui croyait avoir trouvé un soutien et bâti une belle famille. Soudain, son mari était parti, pour ne plus jamais revenir. Les voisins et amis de Molly furent présents pour la soutenir durant cette épreuve. Ils collectèrent 1 000 $ pour l'aider à couvrir ses besoins immédiats et lui apportèrent régulièrement des provisions. Les voisines cuisinèrent et apportèrent de la nourriture à Molly et à ses enfants. Molly était aimée de tous. Elle était toujours là pour les autres en cas de besoin, et pour cette raison, tout le monde l'a soutenue dans son épreuve. Sa voisine et amie, celle dont je vous ai parlé auparavant, s'est portée volontaire pour s'occuper des enfants. Elle a dit à Molly de retourner à son travail, promettant qu'elle prendrait soin des enfants comme s'ils étaient les siens. Le fils de 4 ans fut profondément affecté par la mort de son père. La voisine informa Molly qu'il devenait violent, pleurait sans raison, et parfois restait assis avant de crier soudainement « Je t'aime, papa ». Pendant ce temps, la police commença à enquêter pour déterminer si l'accident de Clay était un banal accident de la route ou autre chose. Et au final, ils ne repartirent pas les mains vides, découvrant des éléments inquiétants. Premièrement, la voiture ne montrait aucun signe d'impact ni de dérapage soudain. Deuxièmement, après une inspection approfondie du moteur et de ses composants, aucun ne montrait de défaillance ou d'explosion. Ils constatèrent que l'incendie avait commencé sur le siège du conducteur. Troisièmement, bien que les policiers soient habitués à voir des véhicules ravagés par les flammes, celle de la voiture de Clay était si intense que tout à l'intérieur avait entièrement fondu. Enfin, le corps de Clay, extrait de la voiture par les secours, était entièrement calciné. Il ne restait que quelques kilogrammes de cendres et un petit morceau de poumon. En analysant ce fragment, ils découvrirent qu'il ne contenait aucune trace de fumée, indiquant que Clay était mort avant l'incendie. Tout cela amena la police à conclure qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un meurtre. La nouvelle se répandit rapidement en ville. Les gens en parlaient, mais personne n'était vraiment surpris, car Clay n'était pas une personne appréciée. Beaucoup pensaient qu'il finirait ainsi à cause de ses actes. Certes, Clay était un mari exemplaire pour Molly et un père aimant pour ses enfants. Mais en dehors de chez lui, il se disputait avec les gens pour des broutilles. Il était détesté au point qu'à ses funérailles, un ami qui prononça l'éloge funèbre déclara « Personnellement, je pense que le monde sera meilleur sans lui ». Ces informations parvinrent à la police, qui conclut que Clay avait beaucoup d'ennemis et que l'un d'eux aurait pu être son meurtrier. Ils examinèrent son dossier pour voir s'il avait des antécédents criminels. Effectivement, 10 jours avant sa mort, une adolescente de 14 ans avait porté plainte contre lui pour agression sexuelle.
Elle révéla que les faits remontaient à l'époque où elle n'avait que 7 ans, alors que Clay en avait 16. Trop jeune et terrifiée, elle n'avait pas dénoncé l'agression à l'époque. 7 ans plus tard, devenue plus forte, elle en parla à ses parents, qui portèrent plainte. La police arrêta Clay, et il avoua les faits, s'excusant et expliquant qu'il était immature à l'époque et ne réalisait pas la gravité de son acte. Le tribunal le condamna à 30 jours de prison et 10 ans de mise à l'épreuve, stipulant que tout délit durant cette période entraînerait une peine de 20 ans de prison ferme. De plus, il fut enregistré comme agresseur sexuel. Toutefois, la justice lui accorda un délai de 2 semaines pour organiser ses affaires avant d'entamer sa peine. Le père de la victime, furieux du verdict qu'il jugeait trop clément, se rendit chez Clay pour le menacer « Je te tuerai de mes propres mains ». Peu après, Clay mourut dans cet étrange accident de voiture. La police, en apprenant cela, envisagea que le père de la victime aurait pu tuer Clay par vengeance. Ils le convoquèrent pour un interrogatoire. L'homme déclara « Oui, je détestais cet homme et j'étais ravi d'apprendre sa mort. Oui, je l'ai menacé, mais je ne suis pas le tueur. Je ne gâcherai pas ma vie pour un homme comme lui. » Après que la police se soit assurée qu'il n'était pas le coupable, et en plus du fait qu'il avait des témoins prouvant qu'il était chez lui avec ses enfants la nuit où Clay est décédé, il a été libéré. La police a donc repris son enquête depuis le début, car elle n'avait toujours pas identifié le responsable. Elle s'est rendue chez Molly pour lui demander si Clay avait d'autres ennemis ou si elle soupçonnait quelqu'un d'avoir mis fin à la vie de son mari. Quand la police a frappé à la porte de Molly et qu'elle a ouvert, elle avait l'air de ne pas vouloir les voir chez elle. Malgré cela, elle les a fait entrer. Ils ont commencé à lui poser des questions. « Est-ce que votre mari avait des ennemis? Selon vous, qui aurait pu le tuer ?» Quand Molly a entendu ces questions, elle a semblé nerveuse et a répondu « Il se pourrait que mon mari se soit suicidé à cause de la condamnation de 30 jours de prison, ainsi que du fait qu'il ait été enregistré comme agresseur sexuel. Cela a détruit sa vie. » Elle a ajouté « Avant sa mort, Clay avait commencé à consommer de la drogue. Il était brisé par cette accusation dans son dossier personnel, et il ne pouvait plus s'approcher d'écoles ou de lieux où se trouvaient des enfants. De plus, mon fils, qui n'est pas le fils biologique de Clay, mais qu'il considérait comme son propre enfant, ne pourrait plus être approché par lui à cause des interdictions judiciaires. Quand Clay a vu sa vie s'effondrer ainsi, il est possible qu'il ait décidé de s'immoler. Molly a ensuite demandé aux policiers de quitter sa maison et d'oublier cette histoire. Les policiers sont sortis de chez elle, mais ils n'ont pas compris pourquoi Molly s'était comportée de cette façon, car ils lui avaient seulement posé des questions ordinaires. À ce moment-là, l'attention de la police s'est entièrement tournée vers Molly, car son attitude paraissait suspecte. L'un des agents a dit « Il n'est pas exclu que Molly sache quelque chose sur ce qui est arrivé à Clay, car elle s'est énervée quand nous lui avons demandé qui pouvait être le tueur, et elle a inventé cette histoire de suicide. » Dès ce jour, la police a commencé à enquêter sur Molly. Finalement, elle a découvert des éléments qui laissaient place au doute, même sans preuve tangible. Premièrement, ils ont découvert que Clay avait souscrit une assurance vie d'une valeur de 110 000 $. Immédiatement après sa mort, Molly a appelé des dizaines de fois la compagnie d'assurance pour demander à recevoir l'argent. Mais l'entreprise a refusé de lui verser la somme tant que la cause exacte du décès de Clay n'était pas déterminée. Deuxièmement, lorsqu'ils ont interrogé les voisins, ces derniers ont rapporté que Molly avait commencé à fréquenter de nouveaux hommes peu après la mort de son mari. 2 semaines seulement après le décès de Clay, ils ont remarqué un homme aux cheveux noirs qui venait régulièrement chez elle et vivait avec ses enfants comme si de rien n'était. La voisine qui s'occupait habituellement des enfants de Molly, quand elle partait travailler, a également remarqué un changement dans le comportement de son fils de 4 ans. L'enfant était devenu violent et perturbateur. Il parlait seul et insultait l'homme que sa mère avait fait venir à la maison, en disant des choses comme « Je te déteste, Jake ». Quand cette voisine a parlé à Molly de ce comportement, Molly s'est mise en colère et a répondu « Mon fils va très bien, il ne manque de rien, et cela ne te regarde pas ». Puis, elle lui a claqué la porte au nez. Depuis, il n'y avait plus eu de contact entre Molly et cette voisine, autrefois amie proche. Lorsque la police est venue interroger cette voisine, elle leur a rapporté tous ces détails. Dès lors, pour la police, les choses étaient claires. Molly avait très probablement un lien avec la mort de son mari. Mais y avait-il une preuve pour l'arrêter? Non, rien de concret.
Les enquêteurs ont donc décidé de surveiller Molly en permanence, 24 heures sur 24, pour voir si elle ferait quelque chose de suspect. Les mois passaient, et la police continuait de surveiller Molly, sans aucun nouvel élément. Sa routine quotidienne était la même. Elle sortait de chez elle avec ses enfants, les emmenait à la crèche, allait travailler, puis les récupérait après le travail avant de rentrer chez elle. Elle ne se rendait nulle part ailleurs, sauf pour acheter des choses nécessaires à la maison. Les enquêteurs ont également remarqué qu'aucun homme ne fréquentait sa maison et qu'elle vivait seule avec ses enfants. C'était ainsi jusqu'au 3 décembre 2004. Ce jour-là, Molly a changé son itinéraire habituel. Au lieu d'aller chercher ses enfants à la crèche pour les ramener à la maison, elle s'est dirigée vers un parking situé un peu plus loin. La police, comme toujours, observait attentivement. Molly s'est approchée d'une voiture bleue, s'est arrêtée devant et a commencé à parler avec un homme à l'intérieur. Les enquêteurs n'ont pas pu voir qui était cet homme. Quelques instants plus tard, Molly a regardé autour d'elle, à droite et à gauche, comme si elle s'assurait que personne ne la voyait. Ensuite, elle a ouvert la porte de la voiture et y est montée. La voiture s'est éloignée, suivie de près par la police. Un certain temps passa pendant que cet homme conduisait la voiture, avec Molly à ses côtés. Ils s'arrêtèrent devant un restaurant nommé Taco Bell pour déjeuner. Ils descendirent de la voiture, montrant une attitude enjouée et complice, puis entrèrent dans le restaurant et s'assirent à une table. Les policiers, bien sûr, entrèrent aussi dans ce restaurant. Étant en civil, personne ne pouvait les identifier. Ils se mêlèrent aux clients comme s'ils attendaient leur commande. Cependant, l'un des policiers observait Molly et l'homme qui l'accompagnait. Tout à coup, il resta figé sur place, choqué par ce qu'il venait de voir. Ce qui avait surpris cet agent était lié à l'homme avec Molly. Éberlué, il regarda son collègue et lui dit « Sors ton arme et prépare-toi. On a une affaire très sérieuse à gérer. » Ils se dirigèrent vers la table où étaient assis Molly et l'homme. Ignorant Molly, ils fixèrent l'homme intensément. Après un moment, ce dernier leur demanda « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» Un des policiers lui posa une question directe. « Êtes-vous Clay Daniels ?» Il répondit « Non, je ne suis pas Clay. Clay est mort dans un accident de voiture. Je suis son ami et je m'appelle Jake. » Il essaya de sortir sa carte d'identité de sa poche pour prouver son identité. Mais les policiers, visiblement irrités, lui dirent « Tu te moques de nous ?» Sur le champ, ils arrêtèrent Clay et Molly. Oui, cet homme était bien Clay. Il n'était pas mort dans l'incendie de voiture. Quand ils furent arrêtés, Clay resta silencieux, ne disant pas un mot, tandis que Molly commença à crier et protester. « Pourquoi m'arrêtez-vous? Je n'ai rien fait. » Maintenant, laissez-moi vous expliquer en détail ce qui s'est passé. Lorsque les policiers suivaient Molly et son compagnon jusqu'au restaurant, l'un des agents scrutait attentivement le visage de l'homme. En y regardant de plus près, il comprit que cet homme était Clay Daniels, supposé mort, mais bien vivant. La seule différence était que ses cheveux avaient été teints en noir. Tout cela faisait partie d'un plan orchestré par Molly et Clay. Leur objectif? Premièrement, toucher les 110 000 $ de l'assurance vie de Clay. Deuxièmement, éviter que Clay ne purge une peine de 30 jours de prison pour une accusation d'agression sexuelle. Mais une question persistait, si Clay était vivant, à qui appartenait donc le corps calciné retrouvé dans la voiture? La police fit analyser l'ADN des restes du corps brûlé. Les résultats révélèrent qu'il s'agissait d'une femme nommée Charlotte, âgée de 81 ans. Cette dame n'avait aucun proche et vivait dans une maison de retraite. Après son décès, son corps devait être incinéré faute de famille pour financer son enterrement. Cela avait été la plus grande crainte de Charlotte. Elle ne voulait pas que son corps soit brûlé. Elle espérait être enterrée. Elle avait donc économisé chaque centime et demandé de l'aide à tout le monde pour réunir la somme nécessaire à l'achat d'une sépulture modeste. Finalement, elle parvint à se faire enterrer dans un cimetière pour indigents. Mais après son enterrement, Clay alla la déterrer en pleine nuit, plaça son corps dans sa voiture, au milieu de la forêt, lui mit ses vêtements et mit le feu à la voiture pour faire croire qu'il s'agissait de lui. Ainsi, ce que Charlotte redoutait le plus finit par se produire. Le pire, c'est que cette partie du crime, Clay ne l'avoua pas à la police. Cependant, il s'en vantait devant son compagnon de cellule, qui finit par tout révéler. Mis sous pression, Clay finit par avouer. Molly, de son côté, avoua aussi qu'elle avait conspiré avec son mari pour monter ce plan.
Au départ, le plan de Clay et Molly semblait bien fonctionner. Tout le monde croyait que Clay était mort. Personne n'aurait imaginé qu'il s'agissait d'une mise en scène et qu'il était toujours vivant. Mais après avoir mis leur plan à exécution, Clay ne pouvait pas rentrer chez lui pour ne pas éveiller de soupçons. Il errait dans les rues, dormant dehors, jusqu'à ce qu'il décide de rentrer. Avant cela, il avait teint ses cheveux en noir pour que personne ne le reconnaisse. Clay était cet homme que je vous ai mentionné précédemment, celui qui rendait visite à Molly chez elle. Molly n'avait pas de relation avec un autre homme. Celui que les voisins voyaient n'était que son mari, Clay, avec des cheveux teints en noir. Cependant, une chose intrigante reste à expliquer. Comment les voisins n'ont-ils pas reconnu que cet homme était Clay, sachant que seul son cheveu avait changé? Imaginez qu'en rentrant chez lui, Clay fut accueilli par son fils. Le petit garçon courut vers lui en criant « Papa !» Mais Clay l'arrêta immédiatement. Molly, s'approchant de l'enfant, lui dit « Ce n'est pas ton père, Clay. Ton père est mort, il est au paradis. Cet homme s'appelle Jake, c'est mon ami. » Malgré son jeune âge, l'enfant ne crut pas à ces explications. Il continua à regarder Clay et à l'appeler papa. Et pour confirmer à l'enfant qu'il n'était pas son père, Clay commença à le traiter mal et à lui crier dessus. Cela causa une détresse psychologique profonde chez le pauvre garçon. Pendant cette période, la sœur de Molly vint lui rendre visite et resta chez elle. Un soir, alors qu'elle passait devant la chambre de Molly, elle aperçut des pieds d'homme sous le lit. Paniquée, elle courut voir Molly et lui dit « Il y a un homme caché dans ta chambre ?» Molly, d'un ton calme, lui répondit « Reste ici, je vais aller vérifier. » Après un moment, Molly revint et rassura sa sœur. « Il n'y a personne. Viens voir par toi-même. » Les deux femmes montèrent à l'étage et Molly lui montra que la chambre était vide. Mais en réalité, Molly se rendit compte que son plan avec Clay risquait d'échouer s'ils continuaient à vivre ensemble, d'autant plus que les voisins les observaient constamment. Ainsi, Clay quitta de nouveau la maison pour s'installer ailleurs, jusqu'au jour où ils se retrouvèrent à un parking pour voitures. Ils décidèrent d'aller déjeuner au restaurant, le même où leur stratagème avait été découvert. Un autre détail important que j'ai oublié de mentionner, lorsque la police arrêta Molly et Clay et les emmena au poste, certains officiers furent envoyés fouiller leur maison. Sur l'ordinateur de Molly, ils trouvèrent des recherches suspectes, telles que « À quelle température un corps humain peut-il brûler jusqu'à être méconnaissable? Est-il possible pour la police d'identifier un cadavre après qu'il a été brûlé? Des informations sur les personnes âgées de la région de Leander, sans famille, récemment décédées. Et même les coûts des opérations de chirurgie esthétique au Mexique. » Molly et Clay prévoyaient, après avoir touché l'argent de l'assurance, de s'enfuir au Mexique où Clay subirait une opération pour changer ses traits dans l'espoir de mener une vie paisible. Quant au jugement, Molly Daniels fut condamnée à 20 ans de prison pour fraude et à 10 ans supplémentaires pour obstruction à la justice. Dans la salle d'audience, Molly éclata en sanglots et exprima ses regrets pour ce qu'elle et Clay avaient fait à cette pauvre femme. Clay Daniels, de son côté, reçut une peine de 30 ans de prison pour fraude, avec une extension de 20 ans supplémentaires. En effet, la police l'avait averti auparavant qu'en cas de nouvelle infraction durant une période probatoire de 10 ans, il écoperait automatiquement de 20 ans de prison ferme. Clay ne commit pas une seule infraction, mais plusieurs, ce qui porta sa peine totale à 50 ans de prison ferme. En 2010, alors qu'ils étaient encore tous les deux incarcérés, Molly et Clay se séparèrent. En 2016, Molly fit une demande d'appel, qui fut acceptée. Lors de son nouveau procès, elle pleura à nouveau et exprima un profond remords. Finalement, elle fut libérée, mais resta sous surveillance policière. Voilà l'histoire du jour. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Comme d'habitude, on se retrouve dans une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.